je reviens, enfin, tu as répondu quelque part à la question de Cécile Cazin. Pourquoi les responsables politiques belges et européens ne nous ont pas obligés plus tôt, nous et les entreprises, à diminuer la consommation d'énergie fossile? À vrai dire, moi, j'ai l'impression qu'on ne nous oblige toujours pas. Pour le moment, on va à la pompe, on remplit son tank et puis on continue. Donc, est-ce qu'il faut d'ailleurs, est-ce qu'il faut à un moment donné avoir des politiques publiques qui remettent au goût du jour ce qu'on appelle une interdiction pure et simple ou une limitation, je dirais. Hein. Pendant la guerre, on a eu des tickets de rationnement. Est-ce qu'il faut rationner l'essence? Est-ce qu'on arrivera à des choses comme cela? Ou bien est-ce que ça viendra par le marché, comme suggérait tout à l'heure Philippe, enfin, comme les politiques belges, plutôt le laisser-faire des marchés? Est-ce qu'il y aura un rationnement? Est-ce que c'est une des solutions politiques? Je pense qu'il faut une pédagogie à la fois des défis qui vont, enfin pas qui vont, mais qui sont déjà présents, que la société vit. Alors évidemment, là, on est sur le changement climatique, mais il y a pour moi 3 grands défis auxquels la société belge et la société française, je pense, n'est pas très différente de la nôtre. C'est le changement climatique, c'est le choc démographique avec le vieillissement de la population et c'est l'intégration des personnes, je vais dire, fragilisées, que ce soit les personnes handicapées, les personnes immigrées, les personnes non qualifiées. Et c'est un des objectifs du développement durable, ce qui montre que ce ne sont pas simplement… c'est que notre système scolaire n'arrive pas à répondre, alors je vais être à nouveau très dur, mais n'arrive pas à répondre aux besoins des entreprises, de la société pour pouvoir vivre. Parce qu'à un moment donné, dans la société, pour s'intégrer, il faut un travail, il faut des revenus. Sans ces revenus, on peut avoir des droits juridiques, mais pour pouvoir les exercer, il faut avoir des moyens. Je suis désolé d'être cru, et je suppose que le juriste que tu es, Jean-Marc, ne me contredira pas trop. Alors, Jean-Marc disait l'énergie, le coût de l'énergie était très bas pendant un siècle et siècle et demi qui a expliqué notre développement économique. Il y a pour moi un deuxième facteur, c'est le coût du transport. Le coût du transport n'a jamais cessé de baisser jusqu'à ces dernières années où le coût du transport dans nos métropoles, lui, a commencé à augmenter. Parce qu'à un moment donné, on a commencé à mettre des restrictions et on n'a pas non plus développé les alternatives en la matière. Alors, dans le débat politique, parce que, allez, appelons un chat, même ce pourcent, plus en Belgique les 5% du coût du vieillissement à l'horizon de projection, plus le coût que va avoir lieu de travailler sur les discriminations, mais ça commence à faire beaucoup par rapport à nos économies où nous sommes déjà à un taux de prélèvement obligatoire, enfin de taxation et de parafiscalité qui est énorme. Et donc, il faut assurer l'adhésion de la population. Et donc, pour moi, il faut un discours, je veux dire, vérité, comme nous pouvons essayer de l'avoir ce soir, sans se dévoyer. Parce que je vais prendre un exemple assez bête, peut-être que certains vont trouver qu'il est encore plus bête que ce que je ne le pense, mais il est révélateur. Dans le discours politique, les écologistes attaquent très fort le transport aérien, qui est responsable de 3% des émissions de gaz à effet de serre, de CO2. Savez-vous combien sont les émissions de CO2 dues au bâti très vieillissant à Bruxelles et qui est de piètre qualité dans un certain nombre de quartiers? Il est quasi 5 à 6 fois plus important que le transport aérien. Mais là, est-ce qu'on y met les moyens? Non. Et pour atteindre nos objectifs, il faudrait pouvoir rénover la moitié du bâti bruxellois d'ici 2030. Nous n'avons pas les forces de travail, nous n'avons pas les capacités de le faire, surtout maintenant avec les plans de relance et l'augmentation du prix des matières premières. Mais ça, le politique n'ose pas parce que c'est toucher quelque part à la réalité individuelle des gens. Mais il faut avouer que le revenu disponible des gens va à un moment donné se détériorer par rapport à une situation maintenant. Mais il se détériorera probablement moins si on a une politique climatique courageuse, une politique vis-à-vis du vieillissement ou de l'intégration sociale des personnes immigrées ou des personnes plus faibles, que si nous ne faisons rien. Ne l'oublions jamais. La réalité, ce n'est pas rester au niveau où nous sommes, c'est une réalité qui va se dégrader. Alors, par rapport aux entreprises, il y a un bémol par rapport à ce qui a été dit.
Il y a quand même un certain nombre d'entreprises qui se sont engagées dans la transition énergétique et dans la transition climatique. Et qu'est-ce qu'on voit dans les coûts de crédit et les rendements sur les marchés financiers? C'est que ces entreprises, par rapport aux autres qui ne sont pas engagées dans cette transition, eh bien, ont des coûts de financement ou des rendements qui sont supérieurs aux autres. Donc, effectivement, il y a quelque chose de gagnant, mais quand même, il y a un choc d'offres négatif parce qu'abandonner des outils de production qui étaient encore opérants, hein, même s'ils sont énergivores, ben, c'est quelque part détruire du capital physique. Et quand j'entends Mme Lagarde de cette semaine dire dans un discours « Oui, mais la transition climatique, ça va générer 1% de croissance de la productivité par an d'ici 2024 », je ne sais pas quel modèle économique elle a utilisé, mais en tout cas, ça doit être des modèles que nous ne connaissons pas et qui ne sont pas enseignés dans les facultés. Merci.